Donc, vous avez bien remarqué, c'est formation ouverte et à distance, parce qu'un des problèmes qu'on rencontre en Europe, c'est qu'on se fait massivement bouffer par l'anglais. Et aujourd'hui, pour travailler dans les espaces à partir de quelque chose qui est une problématique et une culture française, c'est très difficile. Parce qu'il y a des chocs de culture, c'est pas simplement qu'un choc de langue, c'est un choc de culture, et en particulier dans la conception des métiers et des qualifications. Donc, on a été obligé d'un petit peu aller sur des aspects un peu là. L'autre problème aussi, c'est que vous n'êtes pas des voyageurs sans bagages, mais des voyageuses sans bagages, et que bon, vous avez probablement tout un ensemble d'aperçus ou de représentations sur l'Europe, et que la dernière campagne électorale sur les européennes a montré que ce n'était pas facile à appréhender. C'était quelque chose qui embarrasse et où on n'est pas toujours clair. Donc une des premières choses à faire, c'est de prendre quelques outils, quand on travaille au niveau européen, qui donnent une vision macro. C'est-à-dire qu'en quelques clics mentaux, on arrive à se dire, mais attends, là, on est dans tel espace. Il y a 6 points de repère sur la question européenne. Ces 6 points de repère, vous les avez là. Alors, c'est ma petite fille qui fait des dessins. Je lui ai piqué la forme de son dessin, pardon, je ne vais pas passer à la page suivante. Grosso modo, l'Europe, c'est nous. Le peuple sportif européen, c'est nous. Et donc, de ce point de vue-là, après ça, on élit des parlements, donc ça va produire là des politiques du sport, de la santé, etc. Ça va produire des programmes, c'est-à-dire de l'argent, non seulement des buts à atteindre, de l'argent, et à un certain moment, je vous parlerai de l'argent dans cette problématique, et puis ça fait des projets européens. Et plutôt que de faire un travail théorique sur l'Europe, j'ai préféré partir de cette expérience de projet, ces peu pratiques et perspectives européennes que Christophe évoquait. Alors donc, les 3 thèmes que j'aborderai à partir de la demande de Christophe, c'est comment coopérer entre sportifs européens, comment harmoniser les qualifications et les diplômes, et comment bouger, puisque ces questions sont corrélatives. Alors, pour ça, il y a encore 3 descripteurs ou analyseurs. Il faut des cadres communs européens, il faut des outils européens et nationaux, pas seulement européens, et des moyens pour réaliser. Quand je mets moyens, je pense surtout à des conditions financières. Alors, c'est prendre appui, donc je disais bien, sur 6 projets européens, qui sont dans le domaine de la forme et de la préparation physique. Et préparation physique, j'attire votre attention, c'est que nous sommes tous concernés par la préparation physique. Et on verra à peu près comment. Et ça a été rendu possible. Alors voilà. Donc, pratique de terrain, c'est 6 projets européens qui ont été menés pour répondre à coopération, harmonisation, mobilité. Le premier, là, oui, alors, le gars qui a développé ça, il l'a développé en PACA. Il est à Sophia Antipolis. Et ils ont, je crois, un BP force et fort. Enfin, ils ont un truc là-dessus. Mais ils ne savaient pas trop où aller. Ils devaient le supprimer, l'améliorer. Et donc, moi, ils m'ont sollicité un peu parce que je suis connu en Europe pour être un peu un expert sur l'évaluation assez fine, assez qualitative des dispositifs complexes. Et donc, je suis rentré dans ce projet où ils voulaient faire une étude comparative sur comment les politiques publiques liées à l'univers du sport, de la santé et du travail gèrent-ils les métiers de la forme. Eux, ils étaient plutôt centrés sur la forme et pas tellement sur la préparation physique. On a donc une analyse comparative où il y a un certain nombre de choses. Alors, ça, j'ai proposé à Christophe qu'un certain nombre de documents auxquels je fais allusion puissent être éventuellement utilisés comme ressources. On a vu les systèmes de stockage de spirales. Partant de là, on s'est aperçu qu'il fallait approfondir les questions européennes. C'était intéressant de voir les résultats qu'on a eus. Et en particulier, il y a 2 outils. Il y a un outil qui est sorti, c'est quelles sont les 10 tendances lourdes aujourd'hui en Europe dans ce domaine-là. Et on a identifié à peu près 10 tendances. Sur le projet suivant, une des questions, c'était qu'on avait du mal à professionnaliser parce qu'on ne demandait pas leur avis aux professionnels. C'est-à-dire on ne demandait pas aux partenaires sociaux de dire ce qu'ils pensaient des métiers dont ils étaient les représentants. Donc on a développé à ce moment-là un nouveau type de projet. Alors chaque fois, vous voyez des types de projets. Donc ça, derrière ça, il y a des politiques européennes, des enjeux européens. Et là, c'est comment des Européens, les premiers en PACA, les autres en Rhône-Alpes, développent effectivement des stratégies de coopération, d'harmonisation et de mobilité.
Le premier, c'est un projet de partenariat. Donc, on échangeait, on se rencontrait, on se parlait pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met dans les métiers, comment les politiques publiques les prennent en compte. Dans le suivant, c'était quel rôle les professionnels, et notamment leurs représentants, parce que ça va avoir une importance par la suite, dont le dialogue social s'opère-t-il. Et donc là, on a effectivement aussi sorti tout un outillage sur un vadémécum du dialogue social, tout un ensemble de documents utiles, comment évaluer les terrains et des choses comme ça. Ensuite, alors ces deux projets sont finis, ils n'avaient pas trait directement au e-learning, bien que le Greta là, de Sophie Antipolis là, ait par ailleurs développé des activités en ligne, mais ce n'était pas spécifiquement intéressant. On entre ensuite derrière deux autres types de projets européens, avec la question qui est posée et qui a commencé à émerger dans des questions qui ont été adressées à Olivier tout à l'heure, sur la question du tutorat, c'est-à-dire l'accompagnement humain. À la limite, on peut avoir une plateforme de formation ouverte et à distance avec tout un ensemble de services autour qui ne soit pas bien utilisé ou pas utilisé du tout, et que dans 2000 ans, les géologues découvriront ça un peu comme un fossile en disant « Tiens, ils avaient de beaux trucs, est-ce que ça a beaucoup servi ?» Le gros problème, c'est que les plateformes demandent effectivement beaucoup de ressources humaines. Il faut accompagner. Et alors, une des choses qui m'est apparue un peu dans la présentation de ce matin, et puis ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que vous travaillez plutôt avec des petites unités. Vous n'êtes pas, plus d'une quinzaine à collaborer ensemble dans vos problématiques. Et un peu entre soi, même en jouant la logique que décrivait Olivier sur les communautés. Mais c'est des communautés, je dirais, dont on ne voit pas d'abord la perspective européenne. Moi, je n'ai pas vu vraiment, mais alors là, je parle sous votre contrôle, Olivier Rouspette, si tu en as l'envie. Tu vois, je veux dire, c'est une communauté forte, parce qu'elle a un futur, parce qu'elle a une perspective, en particulier, ce que je disais par rapport à la suprématie anglo-saxonne, c'est qu'elle est aussi, quelque part, des communautés francophones. Et c'est important, parce que ça porte aussi une culture et une vision des métiers, des politiques publiques, du service public et de choses comme ça. Donc ça nous a permis, ça nous a donc permis, à ce moment-là, d'ouvrir un nouveau projet, à l'initiative donc de l'UNSA Sport, et de APS2PM, vous connaissez? C'est l'association professionnelle des préparateurs physiques et des professions de la forme. Donc, a souhaité poser la question des ressources humaines. Comment avoir des projets européens qui nous aident à développer une problématique de ressources humaines pour la formation ouverte et à distance? Et alors, pourquoi poser la question comme ça? C'est que, habituellement, quand on travaille dans un petit centre, on travaille avec ses ressources propres. Et que si on veut innover, si on veut développer quelque chose, eh bien, c'est très difficile parce que ça se carambole avec ce qu'on a à faire tous les jours. Donc la question, c'est comment arriver, le temps d'un projet, le temps d'un programme, le temps de ces enjeux, à faire en sorte que j'ai des moyens qui me permettent de faire avancer les questions que je pose. Et donc là, la question qui est posée, c'est quoi les qualifications des équipes, les e-teams, les équipes qui animent des centres de formation, que ce soit des petits noyaux, des hubs, enfin toutes les modalités possibles d'organisation, en les identifiant d'ailleurs. Quelles sont les ressources? Les a-t-on? Les connaît-on? Sait-on les décrire? Sait-on les qualifier? Et la question qui a été posée à travers un projet qui est en train d'être développé, on le voit bien là, c'est comment arriver à former ces équipes de e-learning, et je dis bien e-learning dans ce cas-là par opposition à e-teaching. Vous avez vu en ligne ce que Marcel Lebrun donc de Louvain dit du choc entre le e-teaching et le e-learning, et on verra pourquoi j'en parle. Donc c'est cette idée d'arriver à former ces ressources. L'autre projet, il fonctionnait en même temps, il est fait avec l'université de Rome, la Sapienza, et là c'est très intéressant. C'est un projet qui a été énormément intéressant et qui est en difficulté en même temps. Alors je vous montre à peu près les résultats les plus pertinents pour dire à peu près ce qu'on peut en tirer en termes de perspective. Voilà à peu près ce qu'on sort là, fin juillet, puisqu'il se termine fin juillet, ce qu'on sort de ce projet. Ça, c'est celui qui s'appelle FELT 2, il est en haut écrit. C'est le premier, c'est un projet de partenariat. On est 8 pays.
France, Belgique, Portugal, Espagne, République tchèque, Pologne et Malte. Ça parle en anglais, bien évidemment. Heureusement que j'ai une femme qui est prof d'anglais, parce que j'aurais beaucoup de mal. Enfin, qui était, puisqu'elle était à l'université Lyon. Vous voyez bien toute la problématique, c'est-à-dire à la fois identifier que sont les qualifications des e-teams, des équipes qui s'occupent du numérique pour former. Et aussi pour d'autres avis. On verra que ça rend aussi d'autres services. Comment aussi faire circuler l'information sur quels sont les professionnels formés par le e-learning dont on leur donne la réputation qu'ils sont compétents. L'autre affaire, c'est la question d'avoir des guidelines, comment les former. La semaine prochaine, je vais à Paris où on a 2 jours de formation sur comment former des e-tutors. Parce que c'est quand même l'interface humaine entre le réseau, aussi étendu soit-il, et vous verrez que le réseau, qu'on touche à travers l'autre projet, il touche y compris l'Australie, les États-Unis, le Canada, etc., au-delà même de l'Europe, puisque les programmes européens aujourd'hui permettent d'aller au-delà des frontières de l'Europe. Donc on s'aperçoit qu'il faut aussi faire un peu une sorte de guide de formation, c'est qu'est-ce qu'on met dans les formations et comment on s'y prend. En particulier, on pourra aussi le mettre en ligne, il y a un petit bouquin simple de 545 pages en anglais, fait par des Italiens, qui est extraordinaire parce qu'il pose avec une précision, mais alors savoureuse, qu'est-ce que c'est que de passer de la didactique à l'e-didactique. C'est pas la même chose. La question, c'est où sont les ruptures, à la fois les continuités et les ruptures professionnelles quand on passe des formes traditionnelles, du teaching ou du e-teaching, au e-learning, et je dirais à la formation ouverte et à distance. Donc on voit bien, alors là derrière ça, il y a un projet ambitieux. Dans ce projet-là, les partenaires sont de 2 types. Il y a des partenaires sociaux représentant les employeurs et des partenaires sociaux représentant les salariés du secteur de la forme. Et de l'autre côté, il y a des centres de formation. Déjà, le projet, c'est un problème parce que les intérêts des uns sont contradictoires des intérêts des autres. Mais on est quand même dans le même projet. Les formateurs, ils voudraient réduire les exigences qu'on leur impose pour dire « vous faites un travail de qualité ». De l'autre côté, les employeurs et les salariés voudraient qu'on leur permette de faire des recrutements au meilleur niveau de qualité et effectivement que ça soit valorisé du point de vue professionnel et du point de vue sociétal. Voilà, vous l'avez, donc un cahier des charges fonctionnel. Donc on est en train de rédiger, alors moi je le rédige en français, et après à peu près les 150 pages que représente un cahier des charges fonctionnel, eh bien nécessite que ça soit traduit en anglais. Alors là c'est encore la bagarre, qui traduit en anglais. Les anglais, vous voulez en anglais? Eh ben voilà, qui traduit. Parce que traduire 150 pages de bouquins techniques, c'est pas la joie. Je leur ai présenté à un moment donné, ils ne comprenaient pas les anglo-saxons ce que c'était un cahier des charges fonctionnel. Nous, les Français, on utilise ça systématiquement pour les produits et pour les services. Et je leur ai dit, je vais voir, voilà, il y a un produit, et je leur ai fait voir une paire de lunettes où il n'y avait qu'un verre avec 2 branches. Je lui ai dit, voilà, si vous mettez ça sur la tête de quelqu'un, si c'est un cyclope, ça va bien parce qu'il n'a qu'un œil, mais un sujet humain, il a 2 yeux, il faut 2 verres. Donc on voit bien que si le service à définir par rapport à l'usager, et de ce point de vue-là, pas clairement défini, à la fois dans sa qualité et dans sa durée, il y a des problèmes insurmontables qui font que la désaffectation par rapport au site peut apparaître. Et donc on le voit après ça, ça va être d'accréditer des centres. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de se négocier au plan européen dans les métiers de la préparation physique et de la forme, je dirais quelques remarques sur la forme, sont en train d'être confrontés à la question d'un label de qualité. C'est-à-dire, est-ce que vous formez bien ou pas ? Est-ce que vous produisez des professionnels de qualité ou pas? Et donc ça en renvoie à l'idée d'avoir un genre de checklist, comme ils disent les anglo-saxons, de grille d'évaluation, à peu près, des centres, pour savoir effectivement ceux qui méritent Et donc, à la limite, tout le monde est appelé à jouer là-dessus. Puisqu'à partir du moment où, je vous le disais, 2 publics dans ces projets, les représentants des employeurs et des salariés, au niveau européen, pas seulement au niveau local. Le représentant des employeurs dans le projet et le trésorier d'EASE. Est-ce que vous connaissez EASE? European Association for Sport Employment. C'est-à-dire c'est l'association européenne des employeurs. Et UNSASPORT, à travers Uniformation, est le représentant des salariés au niveau européen. Et là, c'est l'importance qu'il y a entre l'interaction
et l'harmonisation entre les niveaux nationaux et les niveaux européens. Et vous verrez tout à l'heure, dans la partie un peu terminale de ma présentation, en quoi cette espèce d'interaction entre niveau européen et niveau national a de l'intérêt si on arrive à la maîtriser à son avantage. Donc là, on est en train de préparer, alors à un moment donné, on a appelé ça, toujours pareil, c'est des anglo-saxons, faire une dream team de la qualité du e-learning. Le deuxième projet, il est dans une situation un peu contradictoire. Là, ce projet-là, il s'appelle e-learning fitness. Il est piloté par la Sapienza de Rome à partir de quelque chose qui... Alors, l'objectif affiché central, c'était produire une plateforme de e-learning pour les métiers du fitness tels qu'ils sont définis au niveau des qualifications européennes. Et donc, au niveau des qualifications européennes, un organisme... Alors, petit passage. Quand on dit fitness, il faut rompre complètement avec la vision bodybuilding, belle forme. Là, c'est la question de la forme, d'une bonne condition physique pour tous, à tous les âges de la vie, dès le plus jeune âge. Donc c'est la vision, je dirais, santé de la forme, c'est plus cette vision des espèces de crapauds qu'on nous montrait sur des revues spécialisées où c'était boursouflé de tous les côtés, bon, avec tout ce qu'on sait de doping, autre chose. Et donc là, on est sur une vision qui est beaucoup plus une vision santé. Et alors là, il y a un conflit entre, par exemple, les Européens, et notamment les Français, et les Anglo-Saxons. Nous, dans nos universités, bon, là vous pouvez en parler, nous avons, nous, des DUST et deux licences professionnelles et métiers de la forme. C'est conçu comme des métiers, c'est-à-dire des activités globales. Et quand on regarde la définition qu'ont produit ces Anglo-Saxons au niveau européen, ils découpent ça en morceaux. Ils font des morceaux, c'est... diriger des séances de renforcement musculaire, diriger par exemple des séances aérobiques avec enfin, différentes modalités, faire de l'aquafitness ou être personal trainer. Quand on arrive à personal trainer, c'est le carton parce que ce qu'ils mettent eux dans personal trainer et ce que nous on met dans coach, ça n'a pas grand-chose à voir. Eux en général, c'est quelqu'un qui peut mieux se payer quelqu'un comme conseiller individuel dans une salle et ça s'arrête là. Donc on voit bien que la force de ce projet, elle est moins sur la qualité des contenus, parce que ces contenus sont dans je n'en ai pas encore parlé, donc j'y reviendrai, dans les contenus européens sont de niveau 3. Ça correspond à nous, ce que sont les niveaux 5 plus 4. Dans les normes. Vous savez qu'on a deux normes qu'il va falloir harmoniser, et j'y viens tout de suite après. Et ça, c'est la force de ce projet, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que, pour la première fois, les professionnels du fitness se sont réunis à 14 pays, avec 19 partenaires, et je crois 82 dans la première phase et plus après, de partenaires associés, de gens intéressés. C'est-à-dire qu'au fond, 14 pays et 19 partenaires se sont mis ensemble à coopérer pour extraire le savoir-faire de métiers liés à préparation physique et métier de la forme. Je t'en prie. Est-ce que ça va vers une harmonisation ? Elle est déjà, il y a déjà... Alors, laisse-moi continuer, tu verras. On est obligé de passer d'abord par les projets et de dire comment ils ont été mis en perspective. Mais ta question est tout à fait nécessaire à la suite des choses. Ce que je voulais dire à propos de ce schéma, c'est qu'il montre qu'en même temps, on est en train, alors toujours pareil dans le langage anglo-saxon de l'équipe, de créer une task force européenne sur les métiers de la forme, c'est-à-dire un réseau. Là, on va avoir, et c'est pourquoi la question de l'autre projet, le précédent FEL 2, où il y a 8 des partenaires de ce projet-là, pose la question, c'est-à-dire dans ce network, ce réseau européen de formation des métiers de la forme, quels sont les centres qui font une qualité, c'est-à-dire un label de qualité, et comme d'habitude, il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, il va y avoir des choses comme ça, c'est-à-dire au fond, il va y avoir un peu une certification européenne de la qualité et de l'efficacité des formations faites à travers l'Europe. Avec l'ensemble des partenaires associés, on touche la totalité de l'Europe, plus les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, et enfin quelques pays anglo-saxons. Il doit y avoir à côté. Quelle est l'île anglaise qui est à côté de la Réunion? Qu'est-ce qu'il y a de la Réunion là? Qu'est-ce qu'il y a à côté en anglais là, qui parle anglais, hein? L'île Maurice, pardon, voilà, j'avais oublié, merci beaucoup. Dans les gens de l'île Maurice aussi, donc on a des Mauriciens dans notre affaire. Donc vous voyez un petit peu des effets inattendus, c'est-à-dire au fond on pensait qu'on allait faire d'abord une plateforme de e-learning, elle est assez bien avancée, en anglais bien évidemment, et là ça a posé des problèmes pour les Français, notamment pour mon équipe, et je vous expliquerai après comment on a fait une migration. Donc les perspectives à moyen terme, partant de ça, vous voyez un peu dans quelle... Chaque perspective ouvre une nouvelle difficulté. Vous savez, c'est comme un peu les lacs.
qui sont bien plats, bien beaux à la surface. Quand on se met à pomper de l'eau, tout d'un coup, on va sortir des branches, des morceaux de boue, des épaves de voitures. Donc, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que former des e-tuteurs en fonction de cette disparité possible des niveaux nécessitait une qualification relativement élevée. Et là, une université portugaise de Rio Maior, qui est la partie maritime du Portugal, a proposé aux partenaires de faire un gros effort, de présenter un projet dans le nouveau programme européen, qui est Erasmus+, qui fusionne tous les programmes européens. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'au lieu d'avoir une disparité de programmes dans lesquels il fallait connaître des règles, enfin, tout un tas de choses relativement complexes à maîtriser pour les porteurs de projets, là, on n'a plus qu'un seul paquet avec un certain nombre de tiroirs dans lesquels on peut mettre un peu ces projets. Et donc, on vient de déposer, et il a aidé une première évaluation positive, la création d'un master européen sur la formation de ces fameux tuteurs qui sont la ressource charnière de tous les services de formation ouverte et à distance. Et on aura l'occasion sûrement de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on appelle un e-tuteur et quel rôle il a. Et puis l'autre chose, c'est un projet qui est en discussion, on le discute au mois de début juillet à Paris, là. C'est l'idée que quand on a vu les conflits qu'il y avait au niveau de la définition des cœurs de métier dans le personal trainer à l'anglaise et les coachs à la française, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de faire avancer un projet au niveau européen. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser bout par bout sur des coachs de préparation physique, à la limite cyclisme, natation, enfin autant de fédérations qu'il y aurait intérêt à faire quelque chose qui est le tronc commun des préparateurs physiques, avec derrière ça des participations de chaque fédé mais qu'est-ce qui est spécifique à notre activité, qui va au-delà des simples considérations générales sur la physiologie de l'effort, sur la production des systèmes énergétiques, etc., vitesse, souplesse, enfin tout ce que vous savez, comment effectivement on peut arriver à faire une espèce de tronc commun qui soit y compris quelque chose qui s'impose après à la mobilité européenne. C'est-à-dire quand des entraîneurs étrangers viennent travailler chez nous, est-ce qu'ils ont les qualifications suffisantes ou qu'on sait les produire? Et là, l'intérêt, c'est qu'on a une avance en France, c'est qu'on passerait par l'idée qu'à la fois, on a des contenus très élaborés en matière de préparation physique, que ce soit aussi bien des performeurs de haut niveau que des autres performeurs, ou des gens à peu près, je dirais, tout le monde, quoi. Et qu'à partir de là, on l'utiliserait comme base pour élaborer effectivement une qualification européenne. Donc, c'est-à-dire on fait remonter une compétence nationale, francophone, parce qu'il y a une bataille aussi de francophonie là-dedans, vers l'Europe. Alors là, c'est quelque chose où, si vous voulez vous inviter, je vous laisserai les coordonnées, on verra. Donc, on voit bien qu'il faut attraper et relier plusieurs bouts quand on veut avoir une perspective européenne sur un petit peu ce que j'ai appelé là, le mode d'emploi du secteur sportif. Alors, on est en même temps dans une dynamique. On a intérêt à être actif, à coopérer et à harmoniser dans la mesure où on est sur une vague qui porte. Là, les surfeurs, vous voyez bien la vague du siècle, là, elle est un peu là. On a à la fois le livre blanc sur le sport qui est sorti en 2007. Et là, il y a un certain nombre d'éléments très intéressants. Il a été accompagné, j'ai pris quelques notes à ce sujet complémentaires, sur la manière dont il conçoit, je vais le lire après puisqu'on parlera de la pédale, je ne vais pas trop être trop long. Je continue là. Donc l'année européenne de l'innovation en 2009, il y avait 4 secteurs qui étaient mobilisés pour avoir de l'innovation et de la créativité. C'était l'informatique, l'automobile, la métallurgie et le sport. Dans le secteur sportif, 3 fédés ont particulièrement développé des EQF, c'est-à-dire des qualifications européennes. Il y a eu l'outdoor, le fitness et j'oublie le golf. Les autres fédérations n'ont pas réagi. Mais c'est un processus qui est continu. Donc il y a intérêt à pouvoir, en même temps qu'il y avait cette stimulation par l'Europe de la créativité et de l'innovation, sort le cadre européen de certification. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va permettre, harmonisation, c'est un mot qu'il faut prendre de manière très prudente, c'est-à-dire comment on compare et on met en correspondance les qualifications d'un pays avec celles d'autres pays. Donc en fait, c'est quel est le référent européen qui va permettre à tout le monde de se repérer. Et je vais le décrire. Ensuite, donc, vous avez eu, dans ce cadre européen de certification, permet de créer des EQF, c'est-à-dire ce qu'en France on appelle des CQP.
Et dernière chose, c'est que le FINES a produit ces fameux EQP, mais il les a produits au niveau européen, niveau 3 et niveau 4 pour les personnes. Et puis surtout, c'est la naissance du dialogue social en Europe, à partir de 2008, où effectivement les métiers du sport, les gens qui travaillent dans les métiers du sport, je pense aux formateurs, aux cadres, ça va au-delà des sportifs professionnels eux-mêmes, c'est les métiers du sport, entendons-nous bien. Il y a la naissance d'un dialogue social et on a déjà une directive et une recommandation qui ont été produites au niveau européen pour les métiers du sport. Alors le manifeste de la créativité, voilà, j'ai mis en rouge les 3 points essentiels. Il y a 7 principes, les autres c'est un peu sur contrôler les agents des sportifs professionnels, enfin des choses qui nous intéressent beaucoup moins directement. Ce manifeste, il induit quelque chose qui est très intéressant du point de vue du e-learning, tel que Marcel Lebrun par exemple le discute, ou tel qu'on le travaille à partir de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que quelque part, il va fortement lier la théorie et la pratique, mais pas à partir, je te fais une théorie et puis tu pratiques après. C'est la pratique qui va être le pilotage de la formation, de la qualité de la formation va naître, transformer les écoles et les universités en espace de pensée créatrice et d'apprentissage par la pratique pour les apprenants et leurs enseignants. Transformer les lieux de travail en espace d'acquisition des connaissances. Ça, c'est lourd de conséquences. Ça implique qu'on ne forme pas n'importe comment, d'abord ni en traditionnel, ni en ligne. Alors vient ensuite, toujours la suite de la dynamique porteuse à l'échelle européenne, la MOOC. Alors là, ce n'est pas les Mobile Online Open Contents, vous connaissez peut-être, on en parle demain ou après-demain. C'est la méthode ouverte de coordination. Le sport, l'éducation, la santé ne sont pas de responsabilité communautaire directe. C'est-à-dire que l'Europe peut parler de tout ça, faire des livres blancs, des livres verts, des livres jaunes, enfin des livres de couleurs différentes, mais ils n'ont pas autorité à diriger les activités de santé, les politiques de santé, d'éducation et de formation dans les pays. Donc ça veut dire que ça n'empêche pas pour autant que des Européens qui veulent s'intéresser à ces questions ne se mettent pas à travailler. Et la MOOC, c'est ça qu'elle permet, c'est une méthode donc, ouverte de coordination. Ceux qui veulent s'assembler, s'assemblent. Si des sportifs veulent s'assembler pour produire quelque chose au niveau européen, ils le peuvent. Et ça se passe après sur les productions que ces Européens coordonnés entre eux peuvent produire, ça peut entrer dans le dialogue social. C'est-à-dire dans le dialogue social, les salariés vont dire aux employeurs, ou les employeurs vont dire aux salariés, ou les deux disent ensemble, voilà à peu près ce qui est bon en matière de professionnels pour nous. Et le dernier problème, c'est l'émergence. Alors, le cadre européen de certification, on va le revoir dans le détail, et puis les programmes éducation et formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, on est dans un référent commun qui est unique, qui est Erasmus+. Ça, c'est nouveau. Et c'est beaucoup moins intéressant, ça nous fait sortir des problématiques. Il y avait Tempus d'un côté, il y avait Leonardo de l'autre, avec des modalités différentes. Il fallait faire une gymnastique réglementaire très complexe qui était souvent... On a vu effectivement une chute linéaire du nombre de projets déposés en France parce que les gens au pont disaient c'est trop compliqué, on n'y arrive plus, on ne fait plus. Alors le cadre européen de certification, le voilà, c'est ce qui est... Là je vais piquer... Est-ce que vous pouvez lire en fait j'ai piqué ça dans ça doit être... Oui, enfin peu importe, je l'ai pris dans une publication de la Commission nationale des certifications professionnelles françaises. Et elle définit effectivement le cadre européen, c'est une passoire au fond. C'est une passoire où il y a 8 trous, du niveau 1 au niveau 8, qui sont inversés de nôtres. Nous, on fonctionne du niveau 6 au niveau 1. Eux, ça fonctionne en l'inverse. Le 1, c'est le plus bas, et le 8, c'est le plus élevé. Le 8 correspond au doctorat, le 7 correspond au master, oui, et le 6 correspond aux licences. Donc, et alors, deuxième élément, donc vous voyez bien une passoire avec 8 trous, où on fait passer des choses qui sont infra-bac et post-bac, avec en plus des exigences autour de 3 choses. Et alors là, j'ai vu bien que la voile, vous avez déjà traité ça, en termes de savoir, de compétences et d'aptitudes, puisque votre DESS Performance Voile est rédigé en ces termes. D'accord? Je parle sous le contrôle des voileux. Je l'ai ramené. J'étais sûr. Non mais, tu vois ce que je veux dire? C'est que la perspective européenne n'est même pas lisible et visible dans nos propres documents. On a intérêt à faire apparaître que le DESS Performance Sportive Voile est de ce point de vue-là conforme, harmonisé au plan européen. C'est-à-dire qu'il s'intègre totalement dans la question
de la certification européenne. C'est-à-dire qu'il a la double valeur. Il est valable pour vous tous, et en même temps, il est valable au niveau européen. Il permet, et c'est d'autant plus important qu'effectivement, la voile, ça amène à aller sur des mers différentes. C'est un peu comme les trucs sur la marine, les marins. Alors là, à la limite, c'est un travail dont vous pouvez vous emparer et vous dire, attendez, nous, notre travail, il est bon, mais on va l'harmoniser et on va remonter, on va dans la passoire là-bas. La difficulté qu'il y a pour faire ce travail-là, c'est qu'à certains moments, dans le trou numéro 6, tu fais passer les savoirs et les compétences, mais les aptitudes, ça bloque. C'est-à-dire que les 3 exigences pour être dans un niveau, pour s'harmoniser dans un niveau, il faut retravailler. Mais là où ça se corse, bien regarder, c'est que Lyon 1 qui a un DUST métier de la forme. À un moment donné, le DUST métier de la forme de Lyon 1, il s'est dit, il y a un truc européen, je vais le demander. Et on l'a demandé, on les a eus. C'est-à-dire que le texte, qui est l'audace des anglo-saxons, c'est que pour l'université française, il rédige un texte d'habilitation en anglais. D'abord, pour commencer, il n'est pas en français. Et il dit, texto, le DUST métier de la forme donc de l'université Claude Berlin est aligné sur le niveau 3 européen. C'est-à-dire, actuellement, et ça va être un des débats, attends, j'ai un petit truc de gadget. Ce niveau-là, qui est un niveau 5 chez nous, il est redescendu à un niveau 3 aligné. Il est chez nous au niveau 5 et dans l'échelle CEC, il est au niveau 5 théorique. Mais pratiquement, il est aligné sur le niveau 3 qui est le niveau fitness instructeur, GFI, aquafitness. Et je peux te garantir que ça fonctionne. Avec ce problème, c'est que le gars qui a un métier de la forme, il a à la fois un métier global sans l'aquafitness, on est d'accord, parce qu'il y a encore un bisbis avec la Fédération des managers software, l'aquafitness, c'est nous. Bon, ça règle. Hein? Non, mais tout le monde se bagarre avec tout le monde, sans voir l'intérêt qu'il y a à agir ensemble. C'est une seconde, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, dans le contexte actuel, est aligné un DUST global qui intègre même assistant manager, c'est-à-dire un degré supérieur de responsabilité, parce que dans tous les plans d'urgence, en cas d'urgence dans les salles, il faut bien que quelqu'un décide de lancer les urgences en matière de soins, d'arrêter des incidents, etc. Donc ça veut dire que dans ce travail-là, il y a un travail de responsabilité qui le renvoie bien à un niveau de DE ou par la suite de DES, mais là, on le ramène à être un animateur de fitness ou l'équivalent d'un animateur de GFI, ou pas d'aquafitness, puisqu'il n'y a pas de bagarre. Mais nous, l'aquafitness nous intéresse, parce qu'on va mettre sur notre plateforme, et j'y viendrai, on va mettre l'aquafitness sur la plateforme. 5 minutes encore? J'y vais. Les outils de la mobilité. Les outils. Alors, les outils... Non, mais on reprendra la question plus tranquillement, si tu veux bien, parce que c'est je dirais à la limite, c'est quelque chose qui est pas secondaire, mais second. C'est pas premier. Sur la question, c'est pas premier. Les outils de la mobilité, ça amène... Ah oui, j'ai 16 clubs, donc je peux en prêter quelques-uns. Normalement, j'ai droit qu'à 14. Les contenus, ça c'est l'autre contexte, c'est-à-dire c'est le découpage des unités européennes, des unités d'enseignement en Europe, à travers toute l'Europe, ça c'est aussi une coopération, une harmonisation, en NECVET. Avez-vous organisé vos formations en NECVET? Je vous renvoie la question, je n'attends pas de réponse. L'ECVET, ça permet de bouger, c'est-à-dire je vais chercher une unité, c'est European Credit Vocational and Educational Training. C'est grosso modo, c'est un crédit d'enseignement qu'on peut prendre partout en Europe, où il est clairement défini comme ça, et on peut venir l'emboîter dans son propre diplôme. Où des Européens peuvent venir prendre des ECVET en France et les implanter dans leur propre diplôme. L'équivalent des ECTS dans les universités. Voilà. C'est le même système, mais c'est pas identique. Donc, vous voyez bien, c'est un système d'emboîtement de savoir, compétences et habiletés qui peut se faire d'un pays à l'autre. Donc, on voit à la fois des éléments de coopération, des éléments de formation et en même temps des éléments de mobilité. C'est-à-dire que transversalement, l'ECVET permet à la fois tout ça. Coopérer, harmoniser et former. La question nationale qui est en cours de discussion, et les programmes de mobilité. C'est-à-dire que tous les Européens peuvent obtenir de l'argent pour bouger en France, pour se former ou pour aller discuter aujourd'hui à peu près.
Alors, qu'est-ce que l'Europass? L'Europass, c'est 5 outils. C'est 2 outils qui peuvent être faits à l'initiative des gens eux-mêmes, des étudiants, des professionnels. On crée un CV en ligne et on crée une compétence en langue. Bon. Après, l'exemple le plus connu, c'est ce que je vous ai indiqué, là, des INO comme dans les universités, puisque un des gros problèmes pour, par exemple, nos ingénieurs ou nos docteurs, c'est qu'ils doivent parler obligatoirement en anglais. Et même les ingénieurs, on ne leur délivre pas le titre tant qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils ont un COEF de, je ne sais plus, 800 et quelques au TOEIC. Ils ne peuvent pas bosser s'ils n'ont pas ce niveau. Ce n'est même pas leur discipline d'ingénieur, hein, c'est uniquement la langue. Ensuite, il y a 3 Europass qui sont délivrés à l'initiative des centres nationaux Europass, et vous le voyez, c'est l'Europass qui consigne effectivement, c'est un peu je dirais, c'est le dossier, entre guillemets, andragogique. Alors, j'ai une demande à vous faire, ne me parlez plus de pédagogie pour des adultes, je vous en supplie. On va discuter pourquoi. La pédagogie des adultes, c'est une erreur catastrophique sur laquelle il faudrait qu'on se sorte. On est donc sur le supplément de descriptif, vous le voyez bien, c'est pour le professionnel, et le supplément de diplôme, c'est pour l'université. Autrement dit, c'est pour mettre tous les atouts de quelqu'un ensemble quand il bouge en Europe. Alors, les questions, vous les voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé? On est en train de faire, ça mijote à feu doux, il y a des choses qui marchent, des choses qui vont moins bien, à l'université Claude Bernard, puisque je travaille donc en collaboration régulière avec Christophe, Chaïra, et puis surtout beaucoup Eddy. On voit qu'on a, alors là il faut beaucoup manipuler le stylo, on a effectivement, IFA, c'est European Health and Fitness Association, c'est un organisme non gouvernemental, il n'est pas officiel, qui a effectivement proposé, à travers des projets financés par l'Europe, une harmonisation des qualifications du fitness, tel que je l'ai décrivé précédemment, niveau 3, niveau 4. Vous les avez là, donc on voit bien, ils ont produit des EQF sur 4 EQF qui servent dans le projet e-learning fitness que je vous ai présenté tout à l'heure avec la Sapienza, pour créer des contenus de e-learning, en anglais pour l'instant. Et alors, vous verrez un peu ce qui s'est passé, parce que ça ne pouvait pas aller. Le pôle de la forme a des compétences, l'université a des compétences, et nous avons 2 diplômes officiels au sein des universités. C'est le DEUG classique, donc de formation initiale, mais avec des moyens souvent de formation continue, parce qu'il a été créé comme ça, et puis un DEST par VAE, qui à la limite prend 1 année, pour des gens qui ont déjà, par exemple, de la réorientation, des choses comme ça. Donc ce n'est pas évidemment simple. Alors ce qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, le travail de plomberie consiste à savoir comment, en prenant dans les e-learning, fitness d'une plateforme européenne sur laquelle les partenaires européens sont d'accord entre eux, puisqu'ils sont presque tous à ce niveau-là, on va jouer en mettant en place des contenus qui sont compatibles avec effectivement nos propres diplômes. C'est-à-dire comment on va mettre à niveau des diplômes, enfin des niveaux de qualification européenne qui ne sont pas valides sur le marché du travail français. Les niveaux 3 et les niveaux 4 ne sont pas valides sur le marché du travail français, à moins de travailler dans les garennes pas coutumières. C'est-à-dire quand on travaille à l'intérieur des salles privées, c'est le droit du travail commun, niveau 5. Quand on travaille dans une assoce, alors là, ça se passe autrement. Quand on travaille dans un groupe corpo, ça se passe autrement. Quand on travaille dans une colonie de vacances, ça se passe autrement. Quand on travaille dans une collectivité territoriale, ça se passe autrement. Dans une maison de repos, dans un centre thermal. Moi, j'ai fait une cure il y a quelques temps parce que mes épaules coincent un peu. L'aquafitness que j'ai vue là m'a sidéré. Donc on voit bien qu'il y a une tentative en même temps à la fois de coopérer, d'harmoniser avec les prudences qu'on a dites et de former en tenant compte de la possibilité d'intégrer ce chemin-là dans une réalité institutionnelle complexe française. Donc ça pose tout ce problème-là. Je continue, j'en ai presque terminé. Alors non, maintenant c'est le moment où je passe de la pommade à spirale, je ne peux pas te priver de ça. Spirale, là-dedans, on le voit bien, il y a 3 possibilités, on le voit dans les méthodes de formation, où on est sur ce qu'on appelle classiquement, vous le voyez un peu, je l'ai mis un peu caricaturalement, c'est ce qui est le transmission, c'est-à-dire qu'on est sur une logique de contenu. J'ai un contenu à transmettre, je le transmets de manière normative, je transmets des normes. Ce n'est pas du tout négligeable. Je ne veux pas dire que je suis en train de jeter à la poubelle, mais ça, c'est aujourd'hui les analyses qu'on fait des formations qui sont développées. Et alors, quand on va faire de la qualité, on va se dire, est-ce que vous êtes dans ce mode de formation ou dans un mode de formation centré sur les orientations professionnelles? C'est lié à l'histoire de la formation.
Au départ, c'est l'enseignement traditionnel de type académique, quel que soit le niveau. Après, il arrive la révolution des relations humaines et on te balance ça dans la formation. On fait beaucoup de psychologie là-dedans. Et après, ce qui est arrivé beaucoup plus tard, et ça fonctionne nous à partir de l'alternance, c'est un mode de formation qui est appropriatif, mais qui est centré sur l'expérience professionnelle. Le DES métier de la forme, il y a 1400 heures à Lyon. Il y a au minimum 400 heures qui se font en entreprise, enfin en club ou ailleurs. Et c'est fondamental parce que ça permet de financer la formation des jeunes. Blended Training, est-ce que ça vous parle? C'est grosso modo, c'est à la fois une jonction entre des formations en présentiel et en distanciel. Tiens, je vous fais cadeau du mot distanciel, c'est utile à mettre en regard de présentiel. Mais dans cette vision-là, on est toujours sur des logiques de contenu. Le problème du blended training tel qu'il est aujourd'hui envisagé, c'est qu'il ne soit pas calé sur simplement du présentiel qui fonctionne sur le même mode que le distanciel, mais quelque chose qui soit centré sur l'activité pratique des professionnels. Alors, on a donc opéré, alors je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'en parlerai. On est passé... Alors, je prends 30 secondes pour descendre en Moodle. Au départ, on pensait, quand on est rentré dans ce projet, qu'on allait utiliser Spiral pour tout le monde. Plein d'optimisme. Mais, suite au trafic divers et variés dans ce genre de projet, le projet a été formidablement applaudi, remarqué comme très bon, donc on est félicité, c'est fait par écrit. Mais, on va choisir Moodle. Qui est-ce qui connaît Moodle? Qu'est-ce que tu en penses? Spiral, Moodle, qu'est-ce que tu en ton avis? Voilà. On restera sur des choses différentes. Donc, ce qui s'est opéré, le participant français a dit, nous, on va passer de Moodle sous Spiral parce qu'on est beaucoup plus à l'aise. Et alors, ce que ça permet, bien, effectivement, je suis en train de vous le décrire. Vous savez mieux lire que moi de loin parce que moi, je vois rien. Vous voyez un petit peu. C'est fini? C'est fini? Attends. C'est fini? Diversité des voies d'apprentissage. Dans ce que disait Olivier, c'était bougrement intéressant. Je m'y suis retrouvé là. Dans Moodle, il y a une entrée, un passage dans les diapos, tu vas au quiz, tu n'as pas 80%, hop, tu retournes au départ. Deuxième passage, tu n'as pas 80%, éjecté. One best way. Spiral, ça vous permet d'avoir 6 voies, minimum. Il y a 3 voies autonomes. Mais ça nécessite effectivement d'organiser la possibilité que les étudiants soient autonomes. Il n'y a qu'au moment où ils rencontrent une difficulté qu'ils ne peuvent pas surmonter par eux-mêmes qu'on mobilise du tutorat. Et même dans le tutorat, il y a plusieurs modalités. Il y en a au minimum 3. Il y en a sûrement plus, parce qu'avec tout ce que j'ai vu sur l'exposé d'Olivier, je me dis, bon sang, on va pouvoir ajouter des voies tutorées pour faciliter les choses. Certainement. On le comprend bien, j'en ai terminé avec ça.